avec le médecin de prévention et la future secrétaire qui risque d'arriver, prendre la partie handicap, c'est surtout de voir avec qui seront échangés les dossiers, qui sont les partenaires disponibles sur le territoire à La Réunion. Moi, mes attentes, c'est ça, car j'ai jamais en fait réellement vu cette partie-là sans être référent, mais pour que je puisse en fait avoir les bonnes personnes pour les échanges futurs. D'accord. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Oui, pour moi, c'est exactement la même chose que ce que vient de dire, c'est Christelle, je crois, c'est ça? Christine? Cindy. Cindy. Donc, voilà, ce sont les mêmes attentes. Ok. Didier, non, moi, je pas des piqûres de rappel. C'est toujours bien d'avoir des piqûres de rappel sur certaines choses et voir s'il y a eu des évolutions entre-temps sur les acteurs externes. Voilà. Mais moi, comme je débute, donc c'est nouveau pour moi, donc voilà. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, Aurore, on t'entend. D'accord. Rebonjour à tous, donc Angélique Murat de la DIEC. Pareil, moi je suis toute nouvelle, donc je suis nouvelle référente handicap à la DIEC depuis le 1er mars. Au vu des circonstances, j'ai pas vraiment pu appréhender le sujet au boulot, ni maintenant. Donc voilà, c'est pour connaître un peu le contexte, les démarches et voilà, m'appréhender du nouveau poste. Merci. Angélique, du coup, vous ne voyez pas du tout l'écran, hein, c'est ça? Vous êtes en téléphone? Oui, je suis en téléphone parce que ces 3 derniers jours, j'ai eu beaucoup de mal à me connecter et à avoir un accès à peu près bien. Donc, je préfère le téléphone, effectivement. Ok, non, il n'y a pas de souci, mais parce que je vais partager après un PowerPoint sur le panel des acteurs. Vous avez accès à votre mail là? Oui. Parce que je me dis que ça va peut-être être compliqué pour vous. Je vous l'envoie par mail Alors de là, suite. ça s'est débloqué depuis il y a à peu près 1 heure. J'ai réussi à tout débloquer avec l'informatique. Ok, non, mais je vous l'envoie par mail parce que comme ça, vous aurez quand même un petit visuel. Pour ça, je pense que ce sera plus facile pour vous après dans la présentation. Je le fais de suite là. Ok, merci beaucoup. Alors, rebonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est Christine. Oui, vous m'entendez? Oui, Christine, c'est bon, on t'entend. Oui, d'accord. Alors, moi, Christine Adelson, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ergonome au centre de gestion. Et en fait, moi, c'est comme pour Didier, c'est plus pour avoir une piqûre de rappel, étant donné que à la base, je suis ergonome, mais j'interviens énormément pour le maintien dans l'emploi dans le cadre de la convention FIP-CDG. Donc, voilà, c'était pour avoir une piqûre de rappel aussi au niveau des partenaires. D'accord. Si quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Ok, bon, s'il n'y a pas d'attente différente, on va démarrer. Du coup, Estelle, c'est moi qui partage, c'est ça, là? Ok. Donc, je suis pas non plus encore complètement au clair hein, sur le partage de documents, tout ça, sur Zoom. Je m'y mets petit à petit, mais c'est pas toujours évident. Voilà, donc je vais vous partager. Pardon, je me disais que le temps de Céline cherche le partage. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à converser dans le chat
pour qu'on puisse les noter. Moi, je vais les noter et comme ça, je pourrai les transmettre à Céline pour qu'elle puisse y répondre. Ou si on ne peut pas y répondre maintenant, en tout cas, qu'on vous apporte une réponse plus tard. Ok. Céline, Oui. c'est Huguette. Je voulais te demander au niveau du PowerPoint que tu envoies, comment est-ce qu'on le récupère? Est-ce que ça sera envoyé par mail ou c'est à l'écran qu'on le récupère? Non, je vais vous l'envoyer par mail après, ce sera plus simple, sous format PDF. D'accord, merci. Ouais, ce sera plus simple. Donc là, vous voyez mon écran. Oui, tout à fait. C'est bon? OK. Non, alors avant ça, pardon, je me suis trompée. J'arrête 2 secondes le partage de mon écran. Je voulais vous demander, vous me répondez dans le chat, en fait, en commentaire, tous les acteurs externes que vous connaissez donc, et qui pourraient vous aider, vous, employeurs publics, sur l'accompagnement de vos agents. Est-ce qu'en commentaire, vous pouvez me mettre les acteurs externes dont vous avez connaissance de votre côté? Le médecin de prévention, la MDPH Cap Emploi, Comet, le FIP, l'ALEFPA, le Handipact, CASDV, Cap Emploi, l'ALEFPA, les ESAD, Cap Emploi, le FIP Handipact, le centre de gestion, les administrations centrales pour les administrations d'État. OK. Il y en a d'autres, c'est à peu près bon, c'est votre… Donc là, on voit qu'il y en a Cap Emploi, le centre de gestion, médecin de prévention. Il y en a qui reviennent régulièrement pour vous, notamment le Cap Emploi, quand vous parlez CASDV, ALEFPA, etc. Donc, vous parlez des prestations d'appui spécifiques. Donc, c'est vrai que vous travaillez généralement souvent avec, on va y revenir. Le FIP, bien entendu, vous le citez quasiment à chaque fois. Le Handipact, alors nous, on a un rôle un petit peu différent. On n'est pas vraiment dans l'appui sur les situations. On va y revenir. Bon, du coup, je ne l'ai pas mis dans la carte des acteurs. Voilà. Après, il y en a 2 ou 3 que vous n'avez pas encore cités, mais c'est normal et qu'on va voir ensemble. C'est la ressource handicap formation. C'est la prestation spécifique d'orientation professionnelle qu'on appelle la PSOP. Non, mais si l'emploi accompagné, c'est peut-être, étant donné que c'est la LEFPA qui le porte, c'est peut-être ça aussi que vous mettez derrière à l'EFPA. Voilà, donc on va reprendre un petit peu la carto de ces différents acteurs. Alors, c'est vrai que quand j'ai essayé de faire une cartographie, je me suis rendu compte de la complexité en fait et du millefeuille que c'était dans les acteurs en situation de handicap. Bonjour Laurence. Bonjour. C'est bon, on vous entend. Ça va, vous n'avez rien manqué, on démarre sur la cartographie des acteurs externes. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même un millefeuille d'acteurs sur ces acteurs externes. Et du coup, moi, je les ai fait en 3 slides. D'abord, les acteurs plus institutionnels. Ensuite, les acteurs qui peuvent vous accompagner sur le maintien dans l'emploi d'un agent en situation de handicap. Et puis, les acteurs qui peuvent vous accompagner sur l'insertion et le recrutement. Alors, souvent, ce sont les mêmes qui vont vous accompagner sur le maintien et sur l'insertion et le recrutement. Simplement, ils ne vont pas forcément avoir le même rôle. Et du coup, c'était compliqué en fait de les mettre ensemble. Alors, j'espère que le diaporama va marcher. Voilà. OK. Hop, de l'autre côté.
Alors, si on prend donc les premiers acteurs, au niveau, donc vous, référent handicap, on a vu la dernière fois dans les acteurs internes, vous êtes le pivot et vous travaillez à votre niveau avec énormément d'acteurs en interne de votre structure. Donc, ce n'est pas parce que vous allez mobiliser des acteurs externes qu'en interne, il n'y aura pas aussi tout un travail de coordination à faire. Et j'aurais tendance à dire qu'il est même peut-être encore plus important, ce travail, à partir du moment où on mobilise des acteurs externes. Il va falloir quand même organiser des réunions pluridisciplinaires et assurer un petit peu la coordination entre vos acteurs internes et les acteurs externes pour permettre à leur intervention de se dérouler correctement. Souvent, ces acteurs externes, ils vont avoir besoin d'être en lien à la fois avec l'agent, avec vous, avec le médecin de prévention, peut-être avec l'assistante sociale, peut-être avec l'ergonome quand vous en avez, enfin bref, avec différentes personnes en interne. Et donc, c'est vrai que le rôle du référent handicap, même quand on mobilise de l'expertise externe, il est vraiment central. Voilà. Alors, sur les acteurs institutionnels, à La Réunion, bon, ce n'est pas très compliqué. Vous avez en effet, au niveau de la fonction publique, donc le fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, hein, le FIP, qui est donc l'équivalent de l'AGFIP pour le secteur privé. Le FIP a été créé avec la loi de 2005 sur les personnes en situation de handicap. Et son rôle, c'est vraiment d'être un catalyseur de l'action publique en matière d'emploi des personnes handicapées dans les 3 fonctions publiques. Donc, il a vraiment un rôle d'impulsion hein, d'une politique handicap au niveau de l'emploi, donc dans les 3 fonctions publiques. Il a un rôle d'accompagnement des employeurs publics. Il va aussi donc financer les actions en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Donc, vous savez que ce financement, il peut passer par 2 biais. Soit vous signez une convention avec le FIPHFP. Alors, au niveau de l'État, cette convention, elle est signée par les ministères, elle n'est pas signée en local. Mais bon, c'est la même chose. Cette convention, en fait, vous permet de définir des actions pour 3 ans, souvent, et un budget correspondant. Et puis, voilà, de vous engager, en fait, dans un certain nombre d'actions. Soit vous n'avez pas de convention, et dans ces cas-là, vous allez faire des demandes de remboursement de vos dépenses au fur et à mesure sur la plateforme des aides du FIP. Donc, parmi vous, je sais qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui sont conventionnés. Cindy, tu as dit tout à l'heure, par exemple, que vous prépariez un nouveau projet de convention. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, c'est aussi une question de taille, hein, parce que bon, le FIP a assoupli un petit peu ses règles en matière de taille de structure. Mais sur les petites structures, le conventionnement n'était pas forcément possible. Et le FIP collecte aussi donc, vos contributions. Donc, vous savez que chaque année, vous réalisez votre déclaration d'emploi. Il va donc, lorsque vous n'atteignez pas les 6% de personnes en situation de handicap employées, il va donc collecter votre contribution. Et c'est comme ça que derrière, il va pouvoir financer en fait, un certain nombre d'actions. Au niveau de l'organisation du FIP, donc il y a en fait un comité national du FIP qui regroupe des associations de personnes en situation de handicap, qui regroupe des syndicats d'employeurs, qui regroupe des syndicats d'agents, qui regroupe les Cap Emploi, enfin d'autres acteurs au niveau national, et qui va donc prendre les décisions politiques au niveau du FIP. Vous avez à La Réunion ce qu'on appelle un comité. Vous ne m'entendez plus? La liaison sonore est très mauvaise. Si je parle comme ça, c'est mieux? OK. Oui, c'est bien. Donc, à La Réunion, vous avez un comité local du FIP qui regroupe ce même type d'acteurs, des représentants locaux de syndicats, des représentants locaux d'associations, des personnes un petit peu expertes, hein, le centre de gestion, je crois que vous êtes représenté, la PFRH, le CNFPT, la NFH, etc. Et ce comité local se réunit voilà, pour voir un petit peu comment est déployée localement la politique. Et pour ceux qui conventionnent avec le FIP, c'est notamment devant ce comité local que vous allez présenter vos conventions, puisqu'ils doivent aussi les approuver localement.
Et après, dans l'organe exécutif du FIP au niveau national, et vous avez des délégués territoriaux, un par région. Et donc ici, à La Réunion, c'est Laure Benmoussi qui est la déléguée territoriale. D'ailleurs, elle s'excuse, elle ne pouvait pas être présente ce matin, elle voulait venir vous dire bonjour, mais elle est sur une autre vision. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau du FIP, généralement, vous avez des échanges quand même assez réguliers, surtout avec Laure Benmoussi, puisque c'est la représentante au niveau local. Et voilà, pour toute question, il ne faut vraiment pas hésiter en fait à prendre contact avec elle et à échanger sur d'éventuelles difficultés, même techniques, au niveau des demandes de remboursement, si vous avez des projets de convention, voilà. Au niveau du handipact, alors c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais nous, en fait, on est entre guillemets l'outil d'animation territoriale du FIP. Donc, les handipacts, ce sont des marchés tous les 3 ans. Donc là, nous, on travaille pour Capital Formation. Capital Formation a répondu au marché. Et donc, en fait, on a ce rôle d'animation territoriale. On ne fait pas partie du FIP. On est, nous, acteurs privés, en fait. Mais on met en place les animations territoriales pour le compte du FIP. Estelle, je ne vois pas, moi, les commentaires. Je vois juste qu'il y en a qui s'affichent. Donc, s'il y a des questions, je veux bien que tu me… Il n'y en a pas pour le moment. Ok, ça marche. Autre acteur, parce que n'hésitez pas au fur et à mesure vraiment à poser des questions, couper vos micros, m'interrompre, etc. Autre acteur institutionnel important, et donc Estelle va venir beaucoup plus longuement dessus tout à l'heure, c'est la MDPH, la Maison départementale donc, des personnes en situation de handicap, et notamment vous, dans votre lien, on va dire, à la MDPH, vous allez souvent y faire appel pour 2 raisons. C'est la reconnaissance et l'attribution des droits de vos agents. Voilà, certains d'entre vous ont peut-être la mission d'assistante sociale en plus de la casquette de référent handicap et donc vous accompagnez parfois les agents sur le montage de ces dossiers-là. Et puis le deuxième rôle sur lequel vous pouvez être amené à interpeller la MDPH, c'est que c'est eux qui vont pouvoir faire une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Il faut que ça passe par la MDPH. Donc pareil, on reverra ça peut-être tout à l'heure, mais quand vous souhaitez qu'un agent rentre dans ce dispositif emploi accompagné, vous ne pouvez pas le faire rentrer entre guillemets comme ça en l'adressant à la LEFPA qui porte ce dispositif. Ça doit repasser par la MDPH et ça doit être une orientation de la MDPH. Voilà pour les acteurs institutionnels. Alors, je vais poursuivre donc sur les acteurs de l'insertion et du recrutement. Alors, ce n'est peut-être pas ceux-là que vous mobilisez le plus, mais quand même, vous avez parfois, vous pouvez faire des recrutements, que ce soit en contrat aidé, que ce soit en contrat normal, etc. Donc, c'est important aussi d'identifier ces acteurs-là. Donc, pareil, vous, référent handicap, on va dire que vous restez vraiment en rôle central et en rôle de coordination, même quand vous allez aller mobiliser des acteurs externes. Et vous allez donc travailler en interne avec vos acteurs. Alors, vous m'avez cité tout à l'heure dans les acteurs externes le médecin de prévention. En fait, moi, là, dans le diaporama, je l'ai mis dans les acteurs internes, au final, même si c'est vrai que pour certains d'entre vous, c'est des prestations qui sont externalisées. Voilà, il doit être, en fait, lui, continuellement, on va dire, dans la boucle. Donc là, dans cette présentation-là, il est dans les acteurs internes. Il n'apparaît pas différemment. Alors, dans les acteurs de l'insertion et de recrutement, vous pouvez avoir 2 situations, en fait. Soit vous avez déjà identifié une personne qui va, que vous souhaitez embaucher, que vous souhaitez recruter, ou peut-être qui arrive par le biais d'une mutation. Et dans ces cas-là, si jamais il y a besoin éventuellement d'aménager d'aménager l'environnement de travail dans le cadre de son intégration, vous allez pouvoir, vous, directement mobiliser un certain nombre d'acteurs. En premier lieu, et c'est peut-être ceux que vous connaissez le mieux, vous allez pouvoir mobiliser ce qu'on appelle donc les prestations d'appui spécifiques, les PAS.
Ces PASS, en fait, on les appelle prestations d'appui spécifiques parce qu'elles sont spécifiques par rapport au type de handicap. Donc, vous avez une PASS sur le handicap mental, vous avez une PASS sur le handicap psychique, une autre sur le handicap cognitif, une sur le handicap moteur, une sur le handicap visuel et une sur le handicap auditif. Voilà, donc en fonction en fait de la situation de handicap de l'agent, vous allez pouvoir mobiliser, on va dire, un expert de ce type de handicap. Et cet expert, il va pouvoir souvent intervenir à 2 niveaux, voire même à 3 niveaux. C'est de faire un diagnostic plus approfondi de la situation de la personne pour essayer d'identifier les meilleurs moyens de compensation. C'est aussi derrière, donc, une fois qu'il a fait son diagnostic, d'identifier plus précisément ses moyens de compensation. Certains vont aller jusqu'à vous appuyer sur la fourniture de devis, par exemple. Et puis, pour certains d'entre eux, ils vont aussi pouvoir éventuellement vous appuyer dans la sensibilisation, notamment la sensibilisation du collectif de travail au moment de l'intégration, si elle est nécessaire. Donc, voilà. Alors, ce sont en effet des prestataires qui portent ces PASS. On va vous envoyer aussi avec le PowerPoint le catalogue des acteurs. Hein. Mais donc, le handicap mental et le handicap cognitif, c'est la LEFPA qui porte ces prestations. Le handicap psychique, c'est Allons dehors. Le handicap moteur et le handicap visuel, c'est le CASDV, qui dépend donc de l'IRSAM. Et le handicap auditif, j'ai un trou, comment est-ce qu'il s'appelle déjà l'ARPEDA. Donc voilà, donc en fonction en fait, en fonction du type de handicap, bah, vous allez pouvoir solliciter en fait l'un de ces prestataires. Ça, c'est vraiment s'il y a besoin d'un aménagement de poste ou si vous avez du mal à identifier quelle solution de compensation il y a besoin de mettre en place. Après, vous aurez plein de situations de recrutement ou d'intégration où vous n'aurez pas forcément besoin de réaliser des aménagements de poste et vous n'aurez pas forcément besoin de mobiliser des prestataires. Voilà, donc expertise spécifique sur le type de handicap mobilisable à différents moments du parcours ou de la carrière et notamment pour l'intégration en emploi. La semaine prochaine, en fait, on n'a pas pu mobiliser une PASS particulièrement parce que c'est compliqué aujourd'hui de les faire intervenir sur des actions de sensibilisation. Mais du coup, c'est l'AGFIP. L'AGFIP étant, alors même s'ils travaillent en lien avec le FIP, c'est eux qui portent l'ensemble des PASS, même pour la fonction publique. C'est eux qui lancent les marchés, c'est eux qui définissent leur rôle, etc. Donc, ils vont venir répondre à vos questions plus spécifiquement et présenter beaucoup plus en détail, en fait, le rôle des prestations d'appui spécifiques. Là, l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de vous dresser un panorama un petit peu global. Deuxième peut-être dispositif que vous pouvez mobiliser, que vous ne mobilisez pas forcément beaucoup, hein, ce sont les EPAST. Les EPAST, ce sont des études préalables à l'aménagement des situations de travail. En fait, ce sont des études ergonomiques. Alors, si vous ne les mobilisez pas beaucoup, souvent, c'est parce qu'en fait, vous avez d'autres possibilités de réaliser des études ergonomiques, notamment pour ceux qui sont adhérents au centre de gestion. Je sais que souvent, vous allez passer par le centre de gestion à ce niveau-là. Pour d'autres, certains, vous avez des ergonomes en interne. Ou au niveau de l'État, je sais aussi que vous avez des prestations en fait, que vous pouvez mobiliser là-dessus, en externe. Voilà, maintenant, sachez que ça existe, c'est-à-dire que quand vraiment il y a un aménagement complexe au niveau de l'environnement de travail à mettre en œuvre, vous avez la possibilité de mobiliser ce dispositif des PAST et de bénéficier, du coup, je ne sais plus si c'est 5, je crois que c'est 5 jours, 5 jours avec un ergonome qui donc vient pour vous faire en fait l'étude de poste. Voilà. Après, le petit biais sur cette EPAS, c'est souvent les délais, parce que donc il y a une personne au niveau de l'ensemble de la réunion, et il y a des délais qui parfois peuvent être d'1 mois ou 2. Et quand vous êtes sur des situations où vous souhaitez recruter très rapidement, où vous avez des mutations et la personne arrive rapidement, c'est compliqué pour vous sur ces délais-là.
Céline, Oui, Céline, oui, juste une petite précision sur le nombre de jours. En fait, c'est 5 jours maximum et c'est en fonction de la situation. Si la situation est moins complexe, on pourra faire 2 jours ou 3 jours. Enfin voilà, c'est le prestataire qui détermine le nombre de jours selon la situation. Mais c'est 5 maximum. d'accord, ouais. Donc en effet, si la situation n'est pas trop complexe, parfois en 2 jours, c'est… Ouais, même un jour, ça peut être fait assez rapidement. OK. Donc ça, c'est 2 dispositifs qui peuvent vous aider. Donc, si jamais vous avez déjà identifié votre candidat, mais qu'il y a un aménagement à faire. Alors, l'aménagement, il n'est pas forcément technique, hein. Par exemple, dans des situations de handicap mental, dans des situations de handicap psychique ou cognitif, l'aménagement, et c'est pour ça que les passes aussi sont parfois importantes, ça va plutôt être au niveau de l'organisation du travail, ça va plutôt être au niveau de la définition des tâches, des choses comme ça. D'où l'importance aussi vraiment dans votre rôle de référent handicap quand vous allez mobiliser une passe, d'assurer la connexion avec le reste des acteurs internes, avec les RH, avec éventuellement le futur manager de la personne, parce que dès le départ, il faut travailler ensemble et bien se dire que voilà, l'acteur externe ne va pas pouvoir tout faire en fait, et il a besoin vraiment de travailler avec vous et avec vos acteurs internes. Deuxième situation, dans le cadre d'un recrutement ou d'une insertion, vous recherchez des profils. Ça peut arriver hein, quand même, pas souvent dans la fonction publique, mais vous recrutez quand même un petit peu sur de l'apprentissage, sur d'autres types de contrats. Donc, vous recherchez des profils, vous n'avez pas de candidat identifié, vous avez un poste par contre disponible. Donc là, vous allez vous adresser au service public de l'emploi, le SPE. Le service public de l'emploi, il est composé de 3 acteurs. Vous avez le Cap Emploi, qui, lui, ne va vous proposer que des profils de personnes en situation de handicap. Donc, c'est une spécialité au niveau du Cap Emploi. Après, vous avez Pôle emploi, que là, vous connaissez. Pôle emploi va vous proposer, en fait, lui, il dispose de tout type de profil, mais il peut aussi vous proposer des profils de personnes en situation de handicap. Et puis, vous avez les missions locales. Les missions locales, c'est pareil, ils ont des jeunes qui sont en situation de handicap ou non, mais ils peuvent aussi proposer des profils de personnes de moins de 26 ans qui sont travailleurs handicapés. Donc, ces 3 acteurs-là forment le service public de l'emploi. Et quand vous avez une offre, vous pouvez la déposer auprès des 3 pour avoir une remontée de profil. Donc, Cap Emploi, c'est un acteur qui est vraiment spécialisé sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vrai que derrière, il y a l'assurance en fait qu'au niveau de l'intégration de la personne, le handicap va vraiment être pris en compte et que vous pourrez en fait être accompagné au niveau de l'insertion. Pôle emploi et les missions locales sont moins spécialisés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces acteurs-là, ces 3 acteurs-là, eux aussi ont la possibilité derrière d'aller mobiliser des PASS ou des EPAST. D'accord ? Donc, en fait, ce sont des coordinateurs de parcours quelque part. Ils vont vous proposer des profils et derrière, ils vont aussi un petit peu… le rôle, c'est aussi de coordonner le parcours. Mais s'il y a besoin d'une passe, que le profil a été amené par le Cap Emploi, par exemple, le Cap Emploi va pouvoir vous conseiller et vous dire que là, ce serait bien de mobiliser une passe et faire la prescription. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe aussi dans le schéma des acteurs externes, parce que en fait, dans ces acteurs externes, vous avez des coordinateurs de parcours et vous avez des acteurs plus spécialisés. Et les coordinateurs de parcours, tout comme vous, en fait, en tant qu'employeur, vont pouvoir aller mobiliser les acteurs plus spécialisés. C'est OK là-dessus ? Oui, Céline, juste une petite précision. Est-ce que tu peux redire, ça veut dire quoi, SPE ? Service public de l'emploi. Ok, merci. Voilà. Après, Christine, au niveau du centre de gestion, vous avez aussi une bourse de l'emploi, je crois, je ne sais plus. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, pour les collectivités territoriales, là uniquement, il y a aussi possibilité, dans le lien avec le centre de gestion, d'avoir des profils. Oui, tout à fait.
Alors, ce qui se passe aussi, c'est que le Cap emploi, le Pôle emploi, les missions locales, donc eux, ils accompagnent les demandeurs d'emploi TH. Et ce qui peut se passer, c'est qu'ils peuvent venir vers vous pour vous solliciter, soit pour des stages, soit pour ce qu'on appelle donc des périodes de mise en situation professionnelle. Donc, ça arrive peut-être qu'eux viennent vers vous, en fait, en vous demandant si vous pouvez prendre une personne en stage ou pour une période de mise en situation professionnelle. Donc c'est vrai que pour la personne, ça permet souvent de tester un métier, ça permet de valider un projet professionnel, ça permet de valider si l'environnement professionnel lui convient. Et ce système-là, il est aussi utilisé souvent, même dans le cadre d'une intégration, pour tester, entre guillemets, la personne et mieux identifier les aménagements de poste à mettre en œuvre. Donc, on peut faire une période de mise en situation professionnelle, par exemple, de 2 semaines, qui va vous permettre, donc, sans engagement de votre part, de mieux identifier la compensation qu'il va falloir mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces périodes de stage et ces périodes de mise en situation professionnelle, même surtout dans la future DOETH, elles sont prises en compte en fait dans les périodes, alors avec un prorata, hein, bien entendu, parce que ce sont des périodes courtes, mais ça vous permet quand même de déduire par rapport à votre contribution. Voilà, troisième acteur qui est un petit peu spécifique, c'est l'emploi accompagné. Alors, je l'ai mis là quand même, parce que donc l'emploi accompagné, c'est un accompagnement des personnes en situation de handicap, mais c'est vraiment un accompagnement très renforcé. C'est presque du job coaching. Pour vous donner un exemple, un conseiller Cap emploi, il va accompagner à peu près 200 personnes en situation de handicap dans son portefeuille. Un conseiller en emploi accompagné, c'est plus autour de 40. Donc, c'est vraiment un accompagnement très renforcé. Mais donc, c'est un dispositif spécifique. Vous ne pouvez pas dire qu'une personne, vous souhaitez qu'une personne rentre dans ce dispositif-là. C'est vraiment la MDPH qui va orienter les personnes sur le dispositif. OK ? Donc, la seule chose qui peut arriver et qui arrive, alors oui, c'est pour ça que j'ai remis la MDPH vers l'emploi accompagné, c'est que l'emploi accompagné aussi, et je pense que ça arrive pour certains d'entre vous, peut vous solliciter pour des stages ou des périodes de mise en situation professionnelle pour le public qu'ils accompagnent. Donc, ils accompagnent souvent du public en situation de handicap mental ou psychique, parce que c'est là qu'il y a vraiment besoin d'un accompagnement renforcé. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà été sollicités pour accueillir ces personnes 15 jours ou un mois sur des stages ou sur de la mise en situation professionnelle. Voilà, donc je les ai rajoutés en fait juste dans ce cadre-là. Et en fait, ça vous permet vous aussi, parfois de tester certains profils et de les garder peut-être un peu comme vivier si jamais plus tard vous aviez des postes qui se libéraient. Voilà pour les acteurs de l'insertion et du recrutement. S'il n'y a pas de questions, je continue. Et je continue donc sur le maintien dans l'emploi. Donc, ça va être les mêmes acteurs hein, sur le maintien dans l'emploi. Simplement, j'ai fait une diapo différente parce que leur rôle est différent. Donc, il y a toujours vous, hein, je suis désolée, mais vous êtes toujours les premiers concernés avec vos acteurs internes. Je ne sais pas si ça s'affiche, je ne vois plus rien. Non. Voilà, avec vos acteurs internes. Premiers concernés. Alors après, dans le maintien dans l'emploi, vous allez avoir plusieurs cas de figure. Parce que c'est pareil, vous avez soit des coordinateurs de parcours que vous allez peut-être solliciter quand la situation elle va vraiment être complexe. Soit vous avez des situations plus simples où vous-même, vous allez aller chercher directement des acteurs plus techniques. Alors cette notion de situation simple, situation complexe, en fait, elle ne dépend vraiment que de vous. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous êtes nouveaux sur votre fonction et du coup, au départ, vous allez peut-être pour beaucoup de situations avoir besoin de mobiliser un coordinateur de parcours. Pour d'autres, vous êtes aujourd'hui très expérimentés et vous n'avez peut-être quasiment plus besoin de solliciter de coordinateur de parcours.
Et toutes les situations, entre guillemets, quasiment, sont des situations simples pour vous. Donc, c'est difficile de définir une situation simple et une situation complexe. Ça dépend de comment est-ce que vous vous sentez aussi par rapport à ces situations. Mais c'est vrai que souvent, les situations complexes, c'est des situations où on va avoir justement besoin de coordonner beaucoup d'acteurs. Ce n'est pas forcément un aménagement technique complexe qui va faire que la situation est complexe, mais c'est plutôt la coordination d'un ensemble des acteurs, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, qui peut faire que là-dessus, c'est bien d'être accompagné en fait. Donc, si vous êtes dans une situation plutôt simple, vous allez pouvoir aller chercher, vous aussi, en tant qu'employeur public, directement des acteurs sur le maintien dans l'emploi. Donc, vous avez ces mêmes acteurs, donc les prestations d'appui spécifiques sur les mêmes domaines. Voilà, vous avez un agent qui est en difficulté à son poste de travail en raison de sa situation de handicap, soit que la situation soit nouvelle, soit que la situation s'aggrave. En tout cas, vous allez pouvoir faire intervenir les PAS pour un diagnostic de situation, voilà, mieux comprendre ce qui se passe, qui arrive, quels sont les besoins de compensation, pour identifier donc, la compensation qui doit être mise en place, ou éventuellement pour sensibiliser le collectif de travail voilà, et faire que la personne soit aussi bien dans son environnement de travail. Donc, ce sont vraiment les 3 grandes raisons, on va dire, pour lesquelles vous allez mobiliser une PAS. Vous pouvez la mobiliser uniquement pour sensibiliser le collectif, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de commencer par un diagnostic. C'est en fonction de vos besoins et c'est ça que la GFIP va mieux vous expliquer la semaine prochaine. Il y a différents modules en fait sur lesquels vous pouvez mobiliser les PAS et vous allez mobiliser ces modules les uns après les autres, pas forcément en même temps, mais c'est à vous de choisir. Après, vraiment, sur votre relation aux acteurs externes, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus simple, quand on ne sait pas trop si on peut les mobiliser, ne pas les mobiliser, lesquels, etc., c'est vraiment de prendre contact avec eux et d'échanger sur la situation pour qu'ils vous aident, même au niveau quand il va falloir remplir les formulaires, ce qu'on verra la semaine prochaine. Si vous ne savez pas quelle case cocher, franchement, la meilleure chose, c'est de prendre votre téléphone et de leur demander de voir avec eux quelle case on coche, quel module on va déclencher par rapport à votre situation. Donc, les PAS, c'est un acteur généralement que vous allez mobiliser assez souvent pour vous aider, pour avoir un éclairage sur la situation. Oui. Excuse-moi, juste pour les PAS, c'est les référents handicap ont le droit de solliciter les PAS directement ou c'est oui, ça doit forcément passer par le médecin? Non, via le médecin. D'accord. Donc le référent handicap, en effet. Alors non, après, dans votre organisation, ça dépend. Souvent, c'est quand même le référent handicap qui remplit. Je ne sais pas ceux qui les mobilisent, vous pouvez nous dire, mais le médecin doit le prescrire. D'accord, ok. Mais Céline, pour les employeurs conventionnés, ils peuvent être prescripteurs, non? Oui, alors les employeurs conventionnés peuvent être prescripteurs, mais je crois que ça passe quand même par le médecin. Hein. Oui, d'accord. Mais y compris dans le cadre de la convention simplifiée? Ah oui. D'accord. Merci. Voilà, donc c'est un dispositif qui est assez facile. Administrativement, après, ça pourra vous sembler un peu complexe parce que c'est des fiches à remplir. Mais bon, au final, on va dire que c'est quand même assez souple. Les prestataires interviennent assez rapidement. Enfin, je ne sais pas quel est votre retour là-dessus à vous, référents handicap. Mais c'est quand même une aide assez utile, quoi. Alors, derrière, vous avez donc un dispositif qui existe depuis un peu plus d'1 an, donc qui est assez nouveau en fait, qui s'appelle la prestation spécifique d'orientation professionnelle, la PSOP. La PSOP, en fait, vous allez avoir besoin de l'utiliser davantage pour des situations de reconversion. Donc, pour des agents qui sont en risque d'inaptitude, voire même inaptes, enfin c'est un peu tard quand ils sont déclarés inaptes, mais en tout cas, la PSOP, c'est presque l'équivalent d'un bilan de compétences. Avec une différence, c'est que dans la PSOP, vous allez avoir des phases collectives où l'agent il va être en groupe avec d'autres personnes et vous allez avoir des phases d'accompagnement individuel.
Voilà, donc c'est plutôt bilan de compétences, bilan de reconversion. Donc ça, c'est une prestation comme toutes les autres, hein, d'ailleurs, qui est gratuite pour vous, employeurs publics, parce qu'elle est financée par la GFIP et par le FIP. Donc, ils ont tous des quotas aussi, hein, je ne vous l'ai pas dit, ils ont des quotas de situation. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de souci en fait, pour mobiliser les prestations, parce que dès qu'on voit qu'on arrive au quota, généralement, les choses sont débloquées, ils peuvent à nouveau accueillir des situations. Donc, l'APSOP, elle est portée, et c'est là où il y a eu un changement. L'année dernière, elle était portée par Proxima. Et depuis le 1er janvier, elle est portée par un organisme qui s'appelle Cap Formation. Alors, c'est vrai qu'avec là, le confinement, on n'a pas eu beaucoup l'occasion, du coup, de connaître Cap Formation. Mais ils interviendront normalement donc, la semaine prochaine pour mieux expliquer comment ils travaillent. Voilà. Alors, vous pouvez aussi mobiliser, bien entendu, des bilans de compétences ou des bilans de reconversion en plus, on va dire, entre guillemets, simples, en faisant appel là au financement que vous pouvez avoir, soit vous sur vos plans de formation, soit sur les aides du FIP. D'accord ? Vous pouvez mixer entre les deux dispositifs, parce que sachant que dans l'APSOP, vous avez des parties en collectif, peut-être que ça ne correspondra pas à tous vos agents, cette modalité de fonctionnement. Et donc, vous pouvez toujours, à côté de ça, choisir de mobiliser du bilan de compétences ou du bilan de reconversion. Et là, à vous de passer voilà, vos marchés, de faire vos devis avec les différents centres, etc. quoi. Et puis derrière, vous avez toujours les PAST, hein, donc étude ergonomique. Donc pareil, vous avez la situation d'un agent qui se dégrade ou l'agent il change de poste, etc. Vous sentez que l'aménagement il est vraiment complexe. Vous avez du mal vous à identifier les aménagements qui doivent être mis en place, et du coup, vous pouvez mobiliser une étude préalable sur l'aménagement de la situation de travail. Voilà pour les situations simples. Maintenant, quand la situation elle est plus complexe, vous ne savez même pas vraiment quel acteur externe dans ces spécialistes-là mobiliser. Et l'acteur en fait, qui va être coordinateur de parcours au niveau du maintien dans l'emploi, c'est le Cap Emploi. Donc, vous savez que le Cap Emploi, depuis 2018, il regroupe l'ex-SAMET, ce qu'on appelait avant le SAMET, et puis ce qu'on appelait le Cap Emploi. Donc, en fait, il regroupe ses missions maintien dans l'emploi et recrutement. En tout cas, le Cap Emploi, il peut avoir un rôle dans le maintien dans l'emploi sur l'accompagnement à la recherche de solutions. Voilà, donc organiser aussi des réunions pluridisciplinaires quand il y a besoin de les organiser avec vous, vous aider à identifier derrière, est-ce qu'il vaut mieux mobiliser une PSOP, un bilan de compétences, une passe, etc. Vous accompagner là-dessus. C'est vraiment une possibilité qui a le Cap Emploi et qui du coup va jouer un rôle de coordinateur de parcours. Il ne va pas forcément vous apporter vous directement une solution très experte, mais il va aussi, comme vous pouvez le faire vous directement, aller mobiliser de l'expertise plus technique et plus approfondie si nécessaire. Alors pour la territoriale, c'est pareil, hein, Christine, le centre de gestion peut aussi jouer un rôle dans le maintien dans l'emploi. Voilà, mais là, ça ne concerne en fait que les collectivités qui sont affiliées au centre de gestion. Tout à fait. Donc, le Cap Emploi, derrière, et c'est ce qui peut parfois être un petit peu compliqué, va pouvoir mobiliser les mêmes prestations que vous auriez pu mobiliser en direct. Simplement, il va vous aider à mieux les identifier, à coordonner, etc. Autre acteur, donc là, c'est l'emploi accompagné. L'emploi accompagné, on en a déjà parlé, c'est un accompagnement très renforcé. Donc, si vous avez vraiment un agent qui est en difficulté à son poste de travail, vous avez déjà mobilisé d'autres acteurs comme une passe, par exemple, pour essayer de réorganiser ses tâches, etc. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas suffi. Vous sentez que le droit commun, en fait, ne suffit pas dans son accompagnement. Dans ces cas-là, il va falloir conseiller l'agent, entre guillemets, pour que lui-même fasse la demande à la MDPH de rentrer dans ce dispositif d'emploi accompagné. Donc, c'est un formulaire que l'agent lui-même, donc c'est vraiment une démarche volontaire aussi de l'agent, de se dire je vais rentrer dans ce dispositif d'emploi accompagné qui va permettre en fait d'avoir quelque part un coach, un job coach
qui, lui, va pouvoir venir chez vous, dans votre structure, parfois pendant 15 jours. Il peut venir tous les 2 jours, par exemple, pour être auprès de l'agent, l'accompagner dans la réorganisation de ses tâches, etc. Donc, on est vraiment là sur un accompagnement renforcé. Donc, c'est pareil, les places sont assez limitées sur l'emploi accompagné. Jusqu'à présent, il a beaucoup été utilisé pour les apprentis en situation de handicap. Avec la disparition en fait, de ce qu'on appelait le précapaire avant, qui permettait de sécuriser le parcours. Beaucoup de ces apprentis ont été mis dans ce dispositif d'emploi accompagné pour ne pas décrocher en fait, et permettre d'avoir un suivi rapproché. Voilà. Mais sachez que c'est une possibilité. Il ne faut pas non plus, donc c'est l'ALEFPA qui porte l'emploi accompagné. Il faudra aussi leurs coordonnées dans le catalogue des acteurs locaux. Mais si vous avez un doute sur est-ce qu'il peut rentrer, est-ce que je fais la demande à la MDPH, est-ce que ce n'est pas possible, etc., il ne faut pas non plus hésiter à échanger sur la situation et voire même que l'agent rencontre peut-être les équipes de la LEFPA pour décider ensemble si vous faites une démarche à la MDPH voilà, avant de s'engager dedans. Parce que peut-être que l'agent, dès le départ, quand on va lui présenter beaucoup plus en détail ce dispositif, va dire non, moi, il n'en est pas question, je ne rentre pas là-dedans. Peut-être que les personnes de l'emploi accompagné vont vous dire non, ça ne rentrera pas, la MDPH ne va jamais donner son accord. Donc, avant de vous engager là-dedans, voilà, vous pouvez avoir un échange avec l'emploi accompagné. Autre acteur qui risque à un moment d'être en relation avec vous, et vous l'avez cité, c'est Comet. Comet, en fait, sa spécificité, elle a un petit peu le même rôle de coordonnateur de parcours que le Cap Emploi, mais sa spécificité, c'est qu'elle va intervenir pour les personnes qui sont ce qu'on appelle en CRF, donc en centre de rééducation fonctionnelle. Voilà, donc les personnes qui ont eu des accidents graves, qui ont eu des AVC, etc., et qui sont donc en centre de rééducation fonctionnelle. Généralement, il y a un médecin coordonnateur au sein de ce centre de rééducation fonctionnelle qui va, en lien avec la personne, à partir du moment où on sait qu'elle va reprendre son emploi, mais ça peut être une reprise dans 6 mois, ça peut être une reprise à long terme qui est envisagée, c'est le médecin du CRF en fait, qui va mobiliser Comet pour lui demander de commencer l'accompagnement de la personne. Et donc, à un moment, Comet va peut-être se mettre en relation avec vous, référent handicap, pour commencer à parler de l'arrivée de la personne, voir qu'est-ce qu'il faut préparer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Voilà, donc ils ont ce rôle aussi de coordonnateur de parcours. Et derrière, quand l'arrivée de l'agent sera plus proche dans le temps, mais c'est pareil, ils vont pouvoir en fait mobiliser les mêmes prestations que vous auriez pu mobiliser directement. Okay, mais c'est vraiment les agents qui sont en CRF. Alors, si vous avez un agent qui est en CRF, vous savez qu'il va reprendre et pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles de Comet. Normalement, vous ne pouvez pas solliciter directement Comet. En fait, vous ne pouvez pas faire une orientation. Mais vous pourrez quand même les appeler pour que peut-être eux puissent voir avec le médecin coordonnateur et discuter de la situation et alerter sur le fait qu'il soit saisi en fait, par le médecin pour pouvoir préparer l'arrivée de l'agent. Mais normalement, ça va se faire plus dans un sens où c'est Comet qui vient vers vous. Voilà. Et puis, dernier acteur, alors c'est un acteur aussi assez nouveau puisque ça fait un peu moins d'1 an que la ressource handicap formation est arrivée. Cet acteur-là, moi, j'ai plus de mal à en parler parce que, voilà, même pour nous, le rôle n'est pas encore complètement clair sur le rôle de la ressource handicap formation. Mais en tout cas, dans ces missions, c'est vraiment sur l'aménagement des situations de formation. Donc, vous, en fait, vous allez surtout être en lien avec la ressource handicap formation pour vos apprentis qui sont en centre de formation. Parce que je ne sais pas si vous avez d'autres agents qui sont régulièrement en formation. La ressource handicap formation, elle est en lien avec les centres de formation. Je vous ai envoyé il y a quelque temps maintenant, normalement, certains centres de formation ont nommé des référents handicap à leur niveau. Et donc, cette ressource handicap formation, parfois, elle va identifier que l'apprenti a besoin de compensation en situation de formation dans le cadre de son centre de formation. Et donc, je pense que parfois, elle va venir vers vous, en fait, parce que vous n'avez peut-être pas forcément l'info, je ne sais pas, dans le suivi des apprentis, qu'il y a des besoins d'aménagement en CFA. Donc, je sais qu'il est arrivé que la ressource handicap formation vienne vers vous pour vous signaler des difficultés d'un apprenti, de la compensation à mettre en place. Mais après, donc c'est bien à l'employeur de mettre en place la compensation
en centre de formation, puisque maintenant c'est éligible dans le cadre des interventions du FIP. Donc, vous pouvez vous faire rembourser ou mettre ça dans votre convention voilà, quand c'est le cas. Donc, s'il y a besoin d'un ordinateur en formation, s'il y a besoin, je ne sais pas moi, d'un siège particulier ou de choses comme ça, derrière, ça va être à l'employeur de le mettre en place. Donc, pareil, l'AGFIP va intervenir la semaine prochaine pour bien préciser ce rôle de la ressource handicap formation. Et je pense qu'on pourra vraiment la questionner sur comment se passe le lien avec vous, en fait, référent handicap. Mais son rôle, ça va être de vous alerter, d'identifier les besoins pour qu'après, vous puissiez les mettre en place, en fait. Voilà, moi, de ce que j'en ai compris. Après, je sais que… Pardon. Et c'est là où c'est important de bien questionner sur les liens, que parfois, certains d'entre vous m'avaient alerté parce que la ressource handicap formation se mettait en lien directement avec des apprentis. Vous étiez aussi en lien. Parfois, il y avait aussi le Cap Emploi qui accompagnait ces apprentis parce que c'était eux qui vous avaient proposé les profils, donc ils continuaient leur accompagnement et que du coup, il y avait trop d'acteurs en fait. Autour de l'apprenti qui lui-même ne comprenait plus grand-chose et vous-même en tant que référent handicap, c'était compliqué. Donc, c'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on clarifie le rôle. Par exemple, quand il y a déjà un coordinateur de parcours, quand il y a déjà le Cap Emploi, qui vous a proposé un profil, vous l'avez accepté ce profil, vous l'avez embauché en tant qu'apprenti. Est-ce que c'est le Cap Emploi qui continue à faire donc, le lien vers le centre de formation? Est-ce que c'est la ressource handicap formation? C'est ça qui, je pense, qui est à clarifier. Voilà un peu pour le panel donc des acteurs du maintien dans l'emploi. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions? Des réactions, des remarques, hein, même dans vos… Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous êtes amenés à mobiliser, vous, à votre niveau? Céline, j'ai juste une question pour tous ces organismes, pour tous ces prestataires-là. Est-ce que on peut les mobiliser aussi pour les contrats de droit privé qu'on a chez nous et les contrats à temps partiel? Les contrats de droit privé, oui. Oui, les contrats à temps partiel, puisqu'on a, nous, des aides à domicile qui arrivent souvent pour des bilans de compétences ou des bilans de reconversion. Et donc, je voulais voir avec toi si c'était… et on pouvait te solliciter pour ce type de contrat-là aussi. Là, tu parles par exemple pour solliciter une PSOP? PSOP, ouais, par exemple. Ou autre. Ouais. Alors là, je ne me suis pas posé la question. Donc, on peut le demander la semaine prochaine à la GFIP. Je ne vois pas pourquoi, en fait, un contrat à temps partiel ne pourrait pas bénéficier de ces prestations-là. Moi, j'aurais tendance à dire… Parce que c'est un public qui est rémunéré à l'heure, tu sais, sur un état d'heure. Donc, ce sont des agents contractuels, donc oui, ce sont des agents à temps partiel. Ouais. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire oui. On posera la question la semaine prochaine à la GFIP. Je me renseigne là-dessus. Je n'ai pas la réponse. Une question pour toi, Céline. Est-il possible de disposer d'une liste avec des coordonnées de ces prestataires? Oui, alors en fait, on publie chaque année sur le site internet du Handipac ce qu'on appelle l'annuaire des acteurs locaux. Là, on vient de l'actualiser avec Estelle. On n'a pas encore communiqué dessus. Donc, je vais vous envoyer cet annuaire. Et dans l'annuaire, vous aurez toutes les coordonnées donc de chacune des PAS, de la PSOP, de l'EPAST, la ressource handicap formation aussi, Comet aussi. Ouais, ils sont tous dedans. Voilà. Ok, donc c'est bon pour vous. On passe à la présentation de la MDPH. Oui, tu vois. Ok. Je te relaisse la main, Estelle. Oui, donc maintenant, on va vous parler un peu de la MDPH. Comme vous l'a présenté Céline, ça reste quand même un partenaire incontournable, notamment pour les reconnaissances du statut de personne en situation de handicap, pour l'emploi accompagné.
Donc, dans un premier temps, alors je pense qu'on va finir plus vers midi moins le quart, si ça ne vous dérange pas. Okay. Alors. Non, ça ne me dérange pas. Ok. Dans un premier temps, je vais vous demander pour vous ce que représente la MDPH et quel est son rôle et dans quel cas vous la solliciteriez. Pour cela, je partage mon écran. Normalement, vous devez voir un tableau blanc. Pour pouvoir annoter dessus, vous avez normalement, Estelle partage actuellement son écran et juste à côté, option d'affichage. Si vous cliquez sur option d'affichage, vous allez avoir annoter. Une fois que vous cliquez sur annoter, vous avez du texte. Vous avez un petit logo avec le T pour faire du texte. Et là, chacun peut écrire sur le tableau blanc. En un mot, donc par exemple, ce que représente ou quel est le rôle de la MDPH. On l'a testé avec Christine et Huguette. Normalement, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Enfin, pour moi, en tout cas. Et n'oubliez pas. Ah, merde. Mince. C'est bizarre. Il manque un peu des... Bah oui, mais Josie, par contre, tu peux écrire dans le chat. On va relever tes prépositions. Christelle aussi. Donc, j'imagine que c'est maison départementale des personnes en situation de handicap. Oui. Okay. Attribution des droits. On les sollicite pour des demandes de RQTH, d'AH ou de PCH. Alors, attribut, j'imagine que c'était pour attribution des droits et pour instruire des dossiers. Je reporte les commentaires qui sont dans le chat sur le tableau. Ok, super, merci. Pour l'instant, ce sont les agents qui vous remettent les décisions sans que vous ayez de communication avec la NDPH. Oui. Instruction des dossiers, CDAPH. Quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que les commentaires se superposent. Ok, notification de droit, demande d'allocation, de compensation, instruction du dossier, milieu ordinaire, reconnaissance du handicap, accueillir les bénéficiaires pour des informations complémentaires.
Tout à fait. Encore d'autres propositions? Accompagner sur les 3 volets, personnel, professionnel et scolaire. Oui, c'est vrai. Exact. Possibilité d'inscrire un aidant. Accompagner les bénéficiaires dans le cadre de demande de PCH. Ouais. Si vous n'avez pas d'autres propositions, je vais départager l'écran. Effectivement, la MDPH est un peu tout ça à la fois. Je vais... Plus de tableau blanc. Non, plus de tableau blanc. Eh ben, on va compléter. Ouais, on va compléter à l'oral. J'essaye juste de vous partager cette fois le document, afficher tous les dossiers. Comme Céline, effectivement, je ne suis pas une grande experte et grâce au confinement, on se met aux nouvelles technologies. Ouais. Voilà. Super. Ok. Alors, je vais supprimer. Oula. Ok. Donc effectivement, la MDPH, c'est un peu, ça reprend effectivement tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit à la fois. C'est la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Et effectivement, un de ses premiers rôles, c'est effectivement d'accueillir des personnes en situation de handicap, ainsi que leurs familles. L'idée, c'était d'avoir un lieu unique pour pouvoir les accompagner, les écouter, les orienter et formuler avec eux un projet de vie. Donc, ils donnent une information globale, ils font de l'accueil-écoute et en même temps, pour la reconnaissance des personnes en situation de handicap, effectivement, ils aident à la formulation du projet de vie, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la situation de la personne et ils commencent effectivement dès le plus jeune âge. Au niveau scolaire, au niveau professionnel, on va voir qu'il y a des procédures pour les parcours pour les enfants parce qu'il y a un accompagnement scolaire spécifique et un accompagnement pour les professionnels dans la vie, les adultes dans la vie active. Ils vont aussi accompagner à l'élaboration d'un plan de compensation. On va voir quelles sont les différentes équipes qui s'occupent de ça. Ils aident, tout à l'heure, on parlait d'emplois accompagnés, des AT, et des PASS. Effectivement, ce sont des orientations qui sont faites avec la préconisation, avec l'accord et l'orientation de la maison départementale. Sans l'accord et sans l'avis de la maison départementale, on ne pourra pas orienter les gens vers de l'emploi accompagné. Donc, c'est eux qui vont prendre la décision de quel statut ils vont réserver à votre agent. Ensuite, ils vont mettre en place le suivi de la compensation pour l'accompagner tout au long de ce parcours. Si c'est bon pour vous, je passe à la diapo suivante parce qu'effectivement, une fois qu'on partage son écran, on ne vous voit plus. C'est bon. Alors, il y a 3 instances en fait qui vont s'occuper de vous, qui vont s'occuper des agents parce qu'effectivement, ils ne sont pas en contact avec les employeurs. On verra pourquoi au niveau du dossier. Donc, il y a 3 instances qui vont s'occuper des dossiers au niveau de la MDPH. Il y a l'équipe pluridisciplinaire qui est constituée de médecins,
de référent handicap, par exemple, de l'éducation nationale quand il va s'agir de la situation d'un jeune en milieu scolaire, de l'assistante sociale, du responsable de secteur de Pôle emploi, de différents partenaires et aussi de personnes, d'acteurs spécifiques compte tenu du handicap ou de la situation de la personne. Donc, dans un premier temps, ces personnes-là vont traiter le dossier, vont l'étudier, le regarder, vont poser des questions et retourner vers l'agent pour avoir un maximum d'informations sur cette situation avant de l'envoyer à la CDAPH, qui est la Commission des droits de l'autonomie des personnes, qui, elle, va statuer sur le dossier et donc sur la situation de la personne. C'est elle qui va statuer si on va l'orienter en milieu ouvert ou en milieu fermé. C'est elle qui va statuer sur la reconnaissance de la RQTH. C'est elle qui va statuer aussi sur les ESAT, le milieu ordinaire, je l'ai déjà dit, il me semble, ces choses-là. Sans son aval, il n'y aura pas possibilité d'orienter les personnes dans certains dispositifs. Il y a possibilité de faire un recours après compte tenu en fait de la situation. La commission départementale à La Réunion, elle se réunit 2 fois par mois. Et 3 fois pour les... pardon, il y a 3 commissions pour les adultes et 2 commissions pour les enfants. Ça passe d'abord par l'équipe pluridisciplinaire et après, ça va en commission et ensuite, l'agent reçoit une notification de sa situation et de ce qui lui est accordé. Pour pouvoir déposer et pour que la MDTH puisse être saisie, il faut que l'agent dépose un dossier. Ce dossier, il a été modifié depuis, on va dire, le début de la fin d'année dernière. Il est beaucoup plus complet, beaucoup plus exigeant que l'ancien dossier de la MDPH. C'est-à-dire que là, le volet va se présenter va y avoir 20 pages à peu près sur le dossier de la MDPH qui va se découper en 5 volets. Mais je vais revenir je vais d'abord vous parler du parcours. Pardon. Donc, un délai pour une reconnaissance RQTH ou une réponse de la MDPH, il faut compter à peu près 4 mois entre le dépôt du dossier et la notification à l'agent. Il n'y a pas de notifications qui seront faites aux employeurs parce que l'agent n'est pas obligé d'informer son employeur de sa situation et des démarches qu'il fait auprès de la MDPH. Donc, dans un premier temps, l'agent peut retirer un dossier soit sur le site, soit sur place. Il va compléter les différents volets qu'il concerne sur le dossier. Il va remplir avec l'aide du médecin, c'est le médecin qui va remplir le dossier médical. Une fois que toutes les pièces sont apportées, il va retourner le dossier à la MDPH. S'il n'y a pas toutes les pièces, la MDPH va recontacter l'agent pour qu'il complète et pour qu'il apporte les pièces manquantes. Une fois que le dossier est complet, ça va être transmis à l'équipe pluridisciplinaire. Cette équipe pluridisciplinaire, elle va étudier le dossier à peu près en 2 à 4 semaines. Elle va revenir vers l'agent s'il manque des informations ou des choses comme ça. Une fois qu'elle a statué sur le dossier et qu'elle a élaboré le projet de vie avec l'agent, elle va transmettre le dossier à la CDAPH. La commission, elle, va mettre à son tour 2 mois pour statuer dessus, 2 mois pour l'étudier, pour revenir vers l'équipe pluridisciplinaire pour plus de renseignements et pour enfin renvoyer la notification à l'agent. Donc, en tout, il y a un délai à peu près de 4 mois entre le dépôt du dossier et la réception de la notification. Une petite précision, pardon Estelle. L'étape retour à la MDPH, elle est importante parce que l'agent va avoir un accusé de réception de son dossier. Et à partir de cet accusé de réception-là, il y a déjà des choses qui peuvent être enclenchées, notamment les acteurs externes dont on parlait tout à l'heure, qui vous demandent la RQTH en fait, de la personne, souvent pour pouvoir être saisie, vont pouvoir démarrer un accompagnement avec l'accusé de réception du dossier, sans attendre forcément la notification définitive. Donc ça peut aider par rapport au délai quand il y a des situations urgentes.
Voilà. Et sur le certificat médical, normalement, c'est bien le médecin traitant qui est mobilisé pour remplir le certificat médical et pas le médecin de prévention. C'est ça. Et cet accusé de réception, l'agent le recevra entre 1 à 2 semaines après le dépôt du dossier à la MDPH. Donc, ce nouveau dossier se décompose. Alors, il y a 5 volets, on va dire, pour l'agent qui va remplir et un volet sur le dossier médical qui va compléter avec son médecin traitant. Dans ces 5 volets, donc ce dossier qui fait à peu près 20 pages, qui est plus complet que le précédent, mais qui en même temps va faciliter les démarches auprès de la MDPH. Il y a un premier volet qui est le volet d'identification, où là, ça va être tous les renseignements concernant la personne, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, vraiment tout ce qui est identification de la personne. Le deuxième volet, c'est un volet qui va demander plus de précision. Il n'a à remplir qu'une fois. Non, au début, il est à remplir lors de la première demande que vous faites à la MDPH. Ce volet est obligatoire. Il pourra changer si vous avez des informations qui changent, vous pourrez le redéposer, mais normalement, celui-là, il est à faire une fois au début. Il doit être le plus complet possible. Le volet C, lui, concerne les besoins de la vie scolaire et étudiante, donc normalement, vous n'êtes pas concerné. Pour information, on vous enverra aussi le dossier de la MDPH en pièce jointe avec le support. Donc, le volet C, ça concerne les jeunes en milieu scolaire. Vous, ce qui va intéresser vos agents, ça va être le volet D qui concerne les demandes de prestations en lien avec la vie professionnelle, donc tout ce qui est RQTH ou demande d'AH. Et pareil pour les fonctionnaires, le CDI, ça correspond au niveau de titulaire. Le volet E, il est facultatif, ça va dépendre de la situation de l'agence et au cas par cas. Et il y a une option sur le volet F qui est des options pour l'aidant familial. Effectivement, tout à l'heure, quelqu'un disait qu'on pouvait aussi inscrire un aidant. On pouvait informer s'il y avait une personne à contacter ou si on était déjà accompagné par quelqu'un. Ce qui ne veut pas dire que la MDPH va donner les informations à cette personne. Elle est au courant qu'elle est suivie et qu'elle est accompagnée par quelqu'un, mais elle ne va pas lui envoyer tous les dossiers. Certains nous ont dit que c'était bloquant dans certaines situations, mais en même temps, vu que l'employé n'est pas obligé d'informer son employeur, il préfère que ça soit la personne qui informe son employeur et qui lui transmette les documents. Donc, on va voir les différents volets. Donc, le volet A, ça concerne toutes les informations. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. On vous l'enverra, mais ça concerne par exemple tout ce qui est le formulaire d'adresse, si vous avez déjà des démarches auprès de la MDPH, les identités de l'enfant, de l'adulte concerné par la demande. S'il y a une situation, ça c'est important, s'il y a une situation importante, notamment si la situation est urgente, si rien n'a été fait avant parce que la personne, pour X raison, n'avait pas forcément fait de demande ou de démarche auprès de la MDPH et qu'il estime que la situation devient urgente ou préoccupante, il peut en informer la MDPH en cochant la case A5 qui va l'informer. Et c'est la MDPH, par contre, qui va juger de son libre arbitre, savoir si la situation est urgente ou pas, ou s'il la fait passer en priorité. Ce qui peut être intéressant, par exemple, pour vous, c'est dans les demandes de renouvellement de RQTH ou quand les dossiers arrivent en fin de période, vous pouvez en tout cas alerter la MDPH que la situation vous semble urgente et elle, par contre, statuera d'elle-même si c'est le cas ou pas. Donc, le volet B, ça concerne tout ce qui est vie quotidienne. Ce volet-là est très important pour la MDPH et il faut qu'il soit le plus complet possible. Avant, quand on déposait une demande à la MDPH, c'était à la personne de spécifier pour quel besoin et quelle aide elle sollicitait. Si elle sollicitait de l'AAH, si c'était pour une carte
mobilité réduite, toutes les choses comme ça. Maintenant, l'agent, quand il va compléter le dossier, il ne va plus dire pour quelle demande il fait la demande. Il va compléter le dossier et ça va être la MDPH qui va voir à quoi il pourrait prétendre. Si ça, par exemple, si c'est une AH, si c'est du RSA, c'est elle qui va se définir en disant, vu sa situation, il pourrait bénéficier de tel accompagnement, de tel dispositif ou de telle aide. Ce qui facilite la démarche pour les participants parce qu'avant, ils demandaient, si ce n'était pas la bonne aide, ils étaient obligés de redéposer un dossier, ce qui prenait du temps et ce qui faisait perdre du temps. Tandis que là, si l'agent complète de façon très exhaustive le dossier, il aura plus de chances d'avoir une aide qui corresponde à ses besoins et une aide à laquelle, par exemple, il n'aurait pas pensé. On va pouvoir lui proposer, s'il fait une aide sur le milieu professionnel, par exemple, il a pu ne pas voir que sur le milieu personnel à la vie à côté, on aurait pu lui mettre à disposition, il aurait pu bénéficier de telle aide pour lui faciliter sa vie dans sa maison ou d'aide au déplacement. Ce qui fait que ça, c'est très important, en tout cas, de le compléter de façon très, très exhaustive. Plus le dossier est complet, plus ça va aller vite et plus la situation sera claire pour la MDPH et elle pourra prétendre à différents besoins. Ce qui va nous concerner aussi après, donc le volet C, on a dit que c'était pour les scolaires, ça, vous n'êtes pas concerné par la situation. L'agent va être concerné par la situation, par le volet D. Et c'est là où il va demander la reconnaissance de travailleurs handicapés ou la reconnaissance ou les allocations. Pareil, s'il peut compléter ce dossier de la façon la plus complète et la plus exhaustive possible, c'est tout à son avantage. On va lui demander, par exemple, s'il est en arrêt de travail, depuis quand, depuis quelle date, quel est son statut, s'il est en milieu ordinaire, en milieu protégé, en entreprise adaptée, s'il est en CDI, CDD ou contrat aidé. Donc, on va en gros avoir un descriptif de ses activités, de ce qu'il fait, de son parcours professionnel, de ce qu'il fait, de son niveau de qualification, de ses formations, pour pouvoir mettre en place la meilleure aide possible. Donc ça, c'est vraiment les volets, les 3 volets les plus importants pour la MDPH, ou en tout cas pour vous, ce qui va vous concerner ou ce qui va concerner votre agent. Quand la CDAPH va faire une notification, elle va l'envoyer à l'agent et non pas à l'employeur. Si vous prenez contact avec la NDPH, vu que c'est un numéro unique, vous n'aurez pas forcément accès à la personne qui s'occupe du dossier de votre agent. Mais il peut quand même inscrire les coordonnées d'un accompagnant dans son dossier. Alors, c'est vrai qu'on avait, pour ceux qui étaient à la réunion du réseau qu'on a fait à la MDPH en septembre, on avait discuté de ces situations, notamment avec Naïma Ali, parce que parfois vous souhaitiez, vous, avoir les notifications pour aller plus rapidement, en fait. Et du coup, elle avait expliqué que c'était compliqué d'un point de vue juridique de vous les transmettre, parce que comme l'a dit Estelle, l'agent, il n'est pas obligé, en fait, de donner son accord. Et on avait après échangé sur la possibilité ou non de mettre en place un petit formulaire que vous feriez signer à l'agent disant qu'il est d'accord pour que vous soient communiquées les informations sur sa RQTH pour pouvoir raccourcir un peu les circuits. Mais au final, ça n'a pas pu juridiquement être mis en place avec la MDPH pour l'instant, voilà, dans le cadre de la législation et des règles. Donc, c'est vraiment à l'agent de vous communiquer les documents, s'il le souhaite. C'est ça, parce qu'il peut en même temps choisir de vous transmettre une information, un document, mais pas l'ensemble du dossier. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué et ça reste confidentiel. Il y a une question, Estelle, de Cindy sur les personnes sous tutelle. Cindy, c'est de savoir si un tuteur peut déposer le dossier, c'est ça? Je ne sais pas si Cindy est encore là.
Qui... Céline, je suis là, j'ai des soucis de connexion, donc je suis obligée de limiter les vidéos et Oui, oui, pas de problème. le micro. Oui, en fait, j'ai le cas, moi, de plusieurs agents qui sont sous tutelle et du coup, je m'inquiète en fait de savoir si je dois prendre contact avec l'agent pour qu'il me communique en fait mes documents ou si je dois contacter le tuteur justement dans cette optique de respect de la confidentialité du dossier, etc. Sachant que Alors, c'est des agents qui ont des passifs assez lourds. euh, et il faudrait en fait que j'arrive en fait pour continuer à travailler sur leur dossier sans passer, enfin, la MDPH au niveau des relations dont on dispose avec eux, c'est très compliqué. Donc, comme le disait Estelle, il y a un niveau de confidentialité qui fait que les informations sont limitées. alors effectivement, si la personne a un tuteur, il va falloir prendre attache avec le tuteur pour qu'il complète le dossier avec elle ou avec son curateur. Mais D'accord. c'est au tuteur de compléter le dossier. De faire le lien aussi, du coup, avec l'employeur et la MDPH, finalement. Oui, D'accord. oui. Ok. Et pareil, Merci. voilà, si la personne est majeure et qu'elle est en situation de protection, c'est à son tuteur de compléter avec elle le dossier. D'accord. S'il y a d'autres questions. Mais ça, par exemple, tu verras, c'est stipulé sur les A. Qui doit compléter le dossier. Il y a une question de Josie. Alors, Josie, ah oui. Avant, on avait la possibilité de voir le dossier en cours avec les ID et le MP sur l'accusé de réception, dossier complet. Alors, ID, je sais pas ce que L'identifiant. c'est. Identifiant Alors, et mot de passe, c'est ça? c'est ça, ouais. Alors, normalement, sur le site, il est toujours possible d'accéder au suivi de son dossier. Donc là, la MDPH a refait une petite beauté à son site internet et il est toujours d'accéder. Je ne l'ai pas testé, mais il est toujours possible. En tout cas, il y a toujours un onglet pour pouvoir suivre l'avancée du dossier. C'est vrai qu'ils ont complètement refait leur site internet. La MDPH, là, il est bien. Enfin, il est beaucoup plus accessible quand même dans sa nouvelle version. Le dossier, on doit obligatoirement le déposer à la MDPH. On peut pas, il n'y a pas un moyen par internet, sur leur site internet, ça n'existe pas ça encore. Non, pas encore. Par contre, il y a différentes antennes où vous pouvez le déposer. Ils sont présents dans le nord et ils sont présents dans l'est aussi. Normalement, ils ont 4 antennes où vous pouvez aller le déposer. Ok, ça reste en main propre. À l'heure actuelle, c'est toujours en main propre. Il me semble. Soline, si tu peux me confirmer, mais il me semble. Ouais, il faudrait que j'aille refaire un tour sur leur nouveau site internet, mais en tout cas, il y a 2 mois encore, il fallait le déposer en main propre. Ok. Ouais, pour moi, pareil, il faut le déposer, sur site. Mais vous avez différentes Non, mais c'est ce antennes. qui me semble aussi. Oui, mais à l'heure actuelle, en 2020, vu qu'ils ont refait leur site internet, je me disais peut-être qu'ils auraient pensé à ça, parce que ça faciliterait quand même les choses. Oui, puis là, avec les difficultés à se déplacer, peut-être ça va finalement les pousser à mettre en place d'autres modalités. Hein. Surtout que numérise après tout votre dossier. Tous les dossiers après sont numérisés à la MDPH. C'est pour ça qu'il est important de ne pas mettre de trombone dans le dossier. Parce qu'après, eux, ils vont scanner, ils numérisent tous les dossiers reçus. Ouais. Alors, il y a Aurore qui doit nous quitter. À bientôt, Aurore. À mardi prochain. Aurore. Donc, les documents sont téléchargeables sur le site, mais ils doivent être remis sur site, sur place. Ok. D'autres questions? C'est OK pour tout le monde?
Pour moi, c'est OK. Bon. Pour moi aussi. Alors, j'espère que Ok. ça a été assez audible et assez clair pour vous, qu'il n'y a pas eu de désagréments au niveau des connexions, qu'on a apporté à peu près un maximum de réponses et d'éclairage sur les différents acteurs et sur la MDPH. Concernant l'intervention de mardi, donc du coup, ça sera, on aura des prestataires, donc il y aura Cap Emploi qui sera là. Et ce qui est sympa, c'est que chaque référent de secteur sera là aussi, donc vous pourrez les identifier. Il y aura l'Est, le Sud, le Nord et l'Ouest. Donc vous pourrez identifier vos référents. Nous aurons aussi un acteur de la PSOP. Et puis, par contre, ça sera la GFIP, comme le disait Céline, qui représentera la LEFPA et la ressource handicap formation. Si vous avez des questions très précises, en fait, à leur faire remonter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'était de vous mettre un peu sur un même niveau d'information sur le panel de ces acteurs-là. Mais si maintenant, vous avez des questions précises et que vous voulez d'ores et déjà nous les faire remonter pour qu'on leur communique à l'avance, n'hésitez pas. Hein. Bon, là, on est déjà presque en week-end, mais lundi, même, qu'on puisse leur transmettre. D'accord. Et Pamela, oui, si vous pouvez nous envoyer vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer les supports et vous rajouter à la base de données pour éviter de passer par Brigitte. Alors oui, je l'ai déjà envoyé dans le chat, mais je vais vous renvoyer également par mail. D'accord, merci. Ah oui, j'ai pas pris dans le chat. Et en fait, là, je vois qu'Huguette disait, ok, c'est le 5, c'est bien mardi 5 mai la prochaine visio. Là, c'est à 9h, Estelle, hein, c'est ça? Oui, 9h. Ok. 9h. Et je vous enverrai le lien de la visio cet après-midi pour mardi matin. Ok. Ok, super. Voilà, donc et on vous envoie par mail le support qu'on vient de vous présenter, le catalogue des acteurs avec les coordonnées et le dossier MDPH. Et le dossier MDPH. Voilà. Et si d'ici là, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Lundi, je continuerai à les faire remonter aux différents partenaires s'il y en a. Ça marche. Okay. Bon, merci à vous et bonne journée à tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci pour votre Au disponibilité. revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Céline, tu restes un petit instant? Ah non, elle est partie.